Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernadette Charlier qui va nous parler de cadres et outils pour décrire un dispositif d'action et d'innovation et en comprendre les effets. Donc, Madame Charlier est professeure à l'Université de Fribourg, spécialiste en formation d'adultes et technologie de l'éducation, doyenne de la faculté des lettres, directrice du programme didactique, responsable du programme complémentaire en formation d'adultes. Et elle va donc aborder aujourd'hui le projet Ange. Elle va parler du projet Ange et nous donner des outils pour analyser ce projet et les innovations que chacun d'entre vous peut avoir dans son établissement. Donc, c'est extrêmement intéressant pour nous, Madame Charlie, d'avoir votre analyse, votre approche. Merci beaucoup. Merci également pour l'invitation, parce qu'évidemment, même si c'est à distance, ça me donne l'occasion de faire votre connaissance, mais aussi de découvrir votre projet ancrage numérique dans la gouvernance des établissements, qui me semble particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement, à la fois par mon expérience empirique, mais aussi par les travaux de recherche, on sait que quelque part, c'est la mise en cohérence des actions qu'on peut faire à la fois au niveau individuel, des dispositifs de formation, mais aussi et surtout de la gouvernance. C'est la mise en cohérence de ces différents niveaux dans le système éducatif qui vont faire que les projets, et notamment les projets de numérisation, vont pouvoir être efficients et vont pouvoir atteindre les objectifs que l'on s'est donnés. Alors, comme vous pouvez le lire sur le titre, j'ai un petit peu simplifié le titre de la présentation. J'ai indiqué partage d'outils d'intelligibilité pour votre projet parce que après avoir discuté avec l'un de vos représentants, bon, j'ai remarqué que comme beaucoup de projets européens, votre projet est un projet très complexe avec beaucoup de facettes et parfois des intentions assez différentes chez les partenaires. Et que souvent, ce dont on a besoin, c'est effectivement de cadres pour comprendre ce qui se passe, de cadres pour aussi à partager, parfois du vocabulaire commun, pour essayer de mettre en commun, au fond, les résultats de nos recherches-actions, les résultats de nos projets. Et j'espère, alors très modestement, que le modèle que je vais vous proposer va vous être utile. Comme je fais souvent, j'ai essayé d'abord, pour démarrer, préparer ma présentation, de vous connaître un peu. Alors, c'est un peu simpliste, mais je suis allée voir sur votre site et j'ai fait un nuage de mots à partir de ce qu'on pouvait découvrir sur votre site web. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve, en fait, des éléments qui me paraissent importants pour moi. C'est évidemment au niveau conceptuel la question de gouvernance, d'enseignants, mais aussi de système. Et pour moi, le mot système est vraiment important, pas seulement parce qu'on s'intéresse au système éducatif d'un niveau global, mais surtout parce que tous ces éléments font système entre eux et que lorsqu'on va faire une intervention ou lorsqu'on veut l'évaluer, on va devoir prendre en compte toutes les facettes du système, à la fois donc les individus, les enseignants, les apprenants, les interactions des individus avec l'environnement et avec les ressources numériques qu'on leur met à disposition et tenir compte de ces éléments pour comprendre les effets de nos actions. Donc c'est pour cela que le mot système est important. D'autres mots sont essentiels. C'est notamment la collaboration et le partenariat, aussi les termes de communauté qui sont au cœur de votre projet. Je les aborderai moins, peut-être qu'on pourra les aborder plus dans la discussion. J'ai essayé de me dire aussi à quoi pouvait servir ma présentation. J'essaie toujours de me dire mais à quoi je peux me raccrocher. Et donc par rapport aux objectifs de votre projet qui sont bien présentés aussi sur le site, je pense que cette présentation-ci pourrait être de nouveau modestement utile à la poursuite de l'objectif 2, c'est-à-dire au réseau de ClassLab et surtout au travail de recherche appliquée qui vise à notamment évaluer les effets de vos interventions.
pour pouvoir évaluer les effets d'une intervention, il faut d'abord se dire, mais au fond, à quoi est-ce qu'on touche dans notre projet? Alors, comme vous en avez une variété dans des lieux que je connais parfois, hein, comme l'école de Saint-Vite, mais des lieux aussi que je ne connais pas du tout, je me suis pas permis de prendre des exemples concrets parce que ça aurait été, je n'avais pas le temps d'y avoir accès, mais aussi ça aurait été sans doute négligé toute une partie des projets puisque vous en avez beaucoup. Et donc, je vais vous proposer justement de partir d'un modèle, d'un point de vue assez général, mais qui va peut-être quand même vous rejoindre parce que la question de laquelle je vous propose de partir, c'est au fond, c'est du dispositif de formation et au fond de qu'est-ce que peut être un dispositif de formation idéal. Une fois qu'on a une idée de ce que pourrait être un dispositif de formation idéal, évidemment fondé sur des travaux de recherche, alors on peut se dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir aller évaluer dans les dispositifs précis que l'on aura mis en place. Donc juste, on n'a pas beaucoup de temps, mais la question tout, est-ce que vous avez déjà essayé de répondre à cette question-là? Qu'est-ce qu'un dispositif de formation idéal? On m'a posé la question quand j'ai dû participer à l'évaluation de projets, de dispositifs pour le ministère de l'Éducation en France. Et puis, en fait, très rapidement, alors c'est pas très modeste de dire ça, mais j'ai fait une proposition qui est basée sur les résultats de recherche que je connais. Et donc, je vais vous la proposer et on va la décortiquer ensemble. Et puis, sur la base de cela, eh bien, j'espère que vous comprendrez qu'on pourra, à partir de là, composer notre modèle d'évaluation. Donc, ce qu'on va devoir aller regarder quand on évalue un dispositif. Alors, la proposition que j'ai faite, c'est celle que vous pouvez lire sur la dia. Donc le dispositif de formation idéal est celui qui favorise une interaction constructive entre chaque étudiante et chaque étudiant et un environnement d'apprentissage efficient, c'est-à-dire conçu de manière à soutenir un apprentissage en profondeur et porteur de sens. C'est un dispositif ancré et vivant. Au cœur de cette définition, donc qui paraît peut-être un peu surprenante, elle est très dense, il y a le mot interaction constructive entre chaque étudiant et un environnement d'apprentissage. Parce que pour moi, contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit souvent il faut que la formation ou les programmes, les dispositifs, les cours que l'on donne soit centré sur l'apprenant. Moi, en fait, je dis ils doivent être centrés sur l'interaction entre l'apprenant et l'environnement. C'est pour cela que pour décortiquer la définition, je vous propose de commencer par ça, par l'interaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, donc je vous ai dit mettre au centre l'attention, l'interaction entre l'étudiant et l'environnement d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte dans nos travaux de recherche que ce n'est pas, par exemple, une plateforme d'enseignement ou tel outil numérique qui va faire, par exemple, que l'apprentissage des étudiants va être efficient, va se réaliser en profondeur. C'est plutôt la manière dont chaque étudiant va se représenter l'environnement numérique de l'institution à la classe en passant par le programme et les ressources à disposition. C'est la manière dont l'étudiant se représente cette classe, ce programme, ces ressources et la manière dont il agit et s'autorégule dans cet environnement qui vont déterminer ses résultats d'apprentissage. Ce qui veut dire en fait que quand on fait une évaluation d'ailleurs, eh bien, il est normal qu'on ait des résultats très différents selon les étudiants, puisque on va voir que certains étudiants, certaines étudiantes voient ou reconnaissent l'utilité ou l'intérêt de telle ou telle ressource,
reconnaissent le design, la conception pédagogique, la comprennent d'un programme, et puis d'autres pas. Et en fonction du fait qu'ils reconnaissent ou non ce qui leur est offert, eh bien, on aura des effets différents au niveau des résultats d'apprentissage. Alors, pour comprendre ces interactions, on a quelques outils que la recherche nous donne. Je vous en ai cité quelques-uns sur la DIA. Il y en a d'autres, hein. Mais en fait, au niveau de la recherche, on peut aller pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'environnement, on peut décrire les outils, on peut décrire les technologies, les méthodes, mais ce qui se passe quand un étudiant utilise, quand un étudiant participe, quand un étudiant vit ces dispositifs, on n'a pas vraiment on ne voit pas directement. Il faut aller lui demander, ou il faut aller regarder un certain nombre de choses. Et ça, c'est ce que la recherche nous donne, c'est des outils pour aller regarder ce qui se passe. Et donc, il y a les approches d'apprentissage. On va y venir tout de suite. Il y a la représentation du dispositif que j'ai déjà évoqué. Il y a la reconnaissance des fonctions d'aide à l'apprentissage, les manières de s'autoréguler et la genèse instrumentale. J'ai mis 3 petits points parce que c'est pas exhaustif. Au niveau des approches d'apprentissage, je trouve intéressant de vous en dire un mot, parce que c'est un élément qui est assez facile c'est une donnée qui est relativement facile à recueillir. Il y a des tests standardisés qui permettent de le faire, où on peut simplement aussi poser la question aux étudiants. C'est un concept qui est déjà assez ancien en pédagogie universitaire, où on s'intéressait au fond à se demander au fond, comment un étudiant s'y prend ou dit qu'il s'y prend face à une tâche d'étude. On va lui demander comment tu vas t'y prendre, par exemple, pour te préparer à l'examen. Et puis, en faisant les analyses des réponses des étudiants, les chercheurs ont découvert au départ 2 grandes approches. D'abord, un étudiant qui va dire, mais moi, je vais juste au fond, juste mémoriser ou juste faire ce que le professeur me demande pour pouvoir réussir, on va dire, à minima l'examen. Et très souvent, on va par exemple aller lire les textes, faire un exercice, mais sans avoir comme intention particulière d'apprendre ou d'approfondir, mais plutôt de réussir ou de répondre à l'exigence. C'est ce qu'on appelle une approche en surface. Et puis à côté de ça, on a des étudiants qui vont évidemment faire ce qu'il faut faire pour l'examen, mais vont vouloir aller plus loin, vont vouloir comprendre, faire des liens avec ce qu'ils connaissent déjà, aller lire un livre, aller voir des vidéos. Mais juste petite anecdote, on est en train de faire une enquête dans le canton, j'ai démarré ça avec ma petite équipe, dans le canton de Fribourg, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la situation Covid-19, comment les étudiants apprennent dans cette situation d'enseignement à distance forcé. Et on s'intéresse à tous les niveaux scolaires. Donc depuis, on prend des enfants du primaire, du secondaire 1, du secondaire 2, de l'université, même des adultes. Et on a commencé à analyser les données. Et on avait un cas, c'est assez intéressant, d'un enfant du secondaire 1, donc 14 ans, qui expliquait avant la situation Covid-19, donc quand il était en classe, il parlait d'un cours d'histoire-géographie, il disait, mais moi, en plus, j'allais voir des vidéos sur YouTube parce que ça m'intéresse, parce que je veux voir des illustrations, etc. Mais au fond, le prof ne nous demande pas ça, il nous demande de regarder justement uniquement le livre, etc. Mais cet enfant, en fait, représente une manière d'aborder la matière avec une approche en profondeur, même si on lui demande pas, il va voir à côté, il va s'intéresser. Juste pour finir l'anecdote, pendant Covid, malheureusement, en fait, c'est assez curieux, on constate que son environnement d'apprentissage, on va y revenir, s'est réduit et qu'il ne fait plus que ce que le prof lui demande. Donc, et on verra peut-être un peu pourquoi. Mais ces approches, au fond, qui caractérisent les enfants, justement, l'exemple de mon étudiant de 14 ans qui va changer l'approche en passant de avant Covid à pendant Covid, eh bien, on sait par la recherche que les approches d'apprentissage sont vraiment liées aux dispositifs que l'on propose, donc que les enseignants peuvent avoir une influence là-dessus.
Il y a une troisième approche qui a été mise en évidence un peu plus tard dans les travaux de recherche, c'est celle justement de l'étudiant qui scanne et qui regarde au fond le dispositif, qui l'analyse et qui essaie de comprendre les exigences du professeur et qui va donc choisir l'approche qui lui paraît la plus adaptée pour réussir l'examen, et c'est l'approche stratégique. Donc, en fait, ce concept d'approche d'apprentissage est intéressant parce que, au fond, ce sont comme des lunettes que les étudiants mettent pour reconnaître ou non ce que les enseignants proposent pour apprendre. Donc, en fait, ce sont des lunettes qui, disons, empêchent ou qui permettent aux étudiants d'utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition et de s'adapter aux environnements. Quand on fait une recherche aussi sur l'évaluation d'un dispositif, donc on regarde toujours cette interaction entre l'apprenant et le dispositif, on peut aussi, c'est un peu plus compliqué, hein, s'intéresser à ce que fait l'enfant ou ce que fait l'étudiant, et notamment les manières de s'autoréguler, et en particulier ce qu'on appelle l'autorégulation environnementale, c'est-à-dire la manière dont les personnes utilisent les ressources de l'environnement pour apprendre. Et je pris un petit exemple un extrait d'une publication de Laurent Connefroy, qui a beaucoup travaillé sur l'autorégulation, donc comment je peux vraiment me réguler moi-même, et notamment dans l'utilisation des ressources. Donc, c'est un ensemble de processus par lesquels les sujets activent et maintiennent des cognitions, des affects et des conduites systématiquement orientés vers l'atteinte d'un but. Donc, ça veut dire, l'autorégulation, c'est des processus par lesquels les sujets, au fond, activent et maintiennent la manière de penser, mais aussi le contrôle de leurs émotions, mais aussi leur conduite pour atteindre leur but d'apprentissage. Une autre manière de faire, une autre chose qu'on peut regarder, c'est aussi la mesure dans laquelle les personnes reconnaissent ce que l'enseignant fait pour les aider à apprendre. Et là, on a fait une petite publication avec une collègue belge qui s'appelle Dominique Lagaze, et où on a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que les élèves ou les étudiants reconnaissaient ou non ce que le professeur fait pour l'aider à apprendre. Et là, on s'est rendu compte vraiment que c'était de nouveau une question de cohérence entre le projet de l'étudiant ou de l'enfant et ce que l'enseignant propose. Sur la DIA, vous voyez juste un petit extrait de notre publication où c'est Armand, un étudiant de première année en sciences économiques, qui dit à propos de ce qu'un professeur fait, il ne donne pas son cours bêtement, il nous pousse à réfléchir et on peut créer une réponse qui soit moitié théorie, moitié nous, entre guillemets. Donc ça veut dire que l'enseignant respecte finalement la compétence de l'étudiant. Dominique Lagaze a identifié 4 fonctions d'aide, donc 4 choses que l'enseignant peut faire pour aider l'étudiant à apprendre. C'est la fonction d'aide à l'autonomie, donc pouvoir faire des choix dans son apprentissage. La fonction d'aide à la compétence, c'est-à-dire pouvoir être reconnu comme compétent. La fonction d'aide à l'affiliation, donc aider les étudiants à être en contact les uns avec les autres, et la fonction d'aide à l'intérêt, c'est-à-dire proposer des activités stimulantes, intéressantes, qui correspondent à leurs objectifs. Et donc, la reconnaissance des fonctions d'aide à l'apprentissage, c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder. Et ça fait partie un peu des représentations que les étudiants ont des cours. Dans quelle mesure est-ce qu'ils reconnaissent les fonctions d'aide, les aides qu'on leur donne? Et on verra de nouveau que pour un même cours, un même environnement, certains le voient et d'autres pas. Avec la genèse instrumentale, on rejoint un peu plus vos intérêts avec l'utilisation des outils et du numérique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce cadre théorique-là, mais sans doute que vous le connaissez, on va dire un peu sans savoir, parce que chaque fois qu'on a un nouvel outil, par exemple comme Zoom, que vous utilisez ici comme système de visioconférence, eh bien, quelque part, on doit toujours s'approprier ce qu'on appelle l'artefact technique, hein, donc ce qui est mis à notre disposition et surtout ses fonctions,
comme le partage d'écran, la possibilité de poser des questions. Je ne sais pas si vous avez un chat, il y a un chat normalement dans Zoom. Vous pourriez, mais on ne l'a pas activé ici, en même temps, peut-être que vous le faites sans que je le voie d'ailleurs, échanger des questions entre vous à propos de ce que je présente. Donc, ce sont des artefacts techniques, mais qu'il va falloir au fond s'approprier pour en faire des instruments par rapport à l'objectif que l'on vise. Et c'est ce que la genèse instrumentale en fait essaye d'étudier, c'est comment les personnes s'approprient les instruments. Alors, au départ, les artefacts techniques. Dans cet extrait d'une thèse de master que j'ai dirigée de Laura Molteni, elle prend une citation d'un enseignant parce qu'elle a travaillé sur la manière dont des enseignants d'université se représentent l'usage des artefacts qu'ils mettent à disposition de leurs élèves, de leurs étudiants. Et donc, il n'y a pas que les artefacts techniques, il y a les artefacts pédagogiques, les artefacts didactiques. On ne va pas forcément entrer dans les détails ici. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour les différents types de supports que l'on met à disposition, eh bien, on va regarder comment l'étudiant s'approprie ces supports. Donc, ça, ce sont au fond un certain nombre d'outils, on va dire, issus de la recherche qui permettent de comprendre ce qui se passe dans cette fameuse interaction étudiant ou apprenant ou élève et l'environnement, le dispositif qu'on met à disposition. Maintenant, si on regarde, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, quand on fait l'évaluation d'un dispositif, on doit toujours regarder pour qui il va être pertinent, parce que évidemment, comme je vous ai dit au départ, selon les étudiants, selon leurs caractéristiques, selon la manière dont ils voient l'environnement, mais selon leurs caractéristiques, eh bien, certains dispositifs, certaines ressources sont adéquates et d'autres non. Et puis, bien sûr, il y a toute une série alors là, de variables qu'on pourrait envisager. Moi, je vous propose d'en regarder deux avec une évocation très rapide de recherche qu'on a menée aussi. C'est un premier élément, c'est le motif d'engagement en formation. On peut essayer de comprendre. Au fond, ça, c'est surtout valable, évidemment, pour la formation professionnelle, mais aussi pour la formation supérieure, pour l'enseignement supérieur. Ce motif d'engagement et formation d'adultes, c'est essayer de comprendre au fond qu'est-ce qui motive, donc qu'est-ce qui tire, qu'est-ce qui pousse les étudiants à choisir tel programme, à choisir tel dispositif de formation, parce que selon leur motif d'entrée, eh bien, ils vont voir des choses différentes, ils vont s'intéresser à des choses différentes et on aura des effets différents au niveau de l'apprentissage. Une autre caractéristique d'entrée que je vous propose de prendre, c'est intéressant, je vais vous expliquer un petit peu plus, c'est ce fameux environnement personnel d'apprentissage. Donc, je vous le présenterai quand il y aura la dia à ce sujet-là. Juste évocation d'un résultat de recherche sur les motifs d'engagement. Donc, on a réalisé une recherche avec Claire Pelletier, qui est maintenant professeure à l'Université Laval à Québec, et Maria Ruberto, une de mes étudiantes de master, où on a essayé de comparer, on a comparé 4 dispositifs de formation, 2 à Fribourg, 2 à Genève, et on a au fond montré que selon les motifs des étudiants, donc soit en lien avec l'apprentissage ou en lien avec leur participation, donc le fait d'être présent, d'intervenir dans l'activité, mais sans avoir de motifs spécifiques d'apprentissage, eh bien, les effets des dispositifs étaient différents. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Là, si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous donner plus de références où on peut en parler dans la discussion. Quelque chose sur lequel je vous ai attiré votre attention un petit peu plus longtemps, parce que ça concerne aussi le numérique et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est l'environnement personnel et en lien avec ça, un concept assez ancien qui a été développé par Salomon, mais aussi par Hutchins, c'est le concept d'individu plus. Alors,
Qu'est-ce que c'est que l'individu plus? Je vous ai mis une petite dia humoristique. C'est qu'aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, mais on le reconnaît de plus en plus avec les ressources numériques, on peut plus considérer que nous fonctionnons solo, c'est-à-dire seulement avec notre cerveau ou éventuellement notre corps, mais nous fonctionnons justement avec des instruments, avec des artefacts que nous nous sommes appropriés et que nous intégrons pour agir et pour penser. Et en fait, quand on forme quelqu'un, quand on forme un apprenant, un étudiant, on ne forme pas seulement justement un cerveau, mais aussi on construit avec lui ou avec elle son plus, c'est-à-dire son environnement personnel. Et je vais ici, pour essayer de vous faire comprendre ce concept d'individu plus, parce qu'il est fondé sur la notion de cognition distribuée. Je vous ai repris un petit extrait d'un entretien que j'ai eu la chance de faire avec Gabriel Salomon, un entretien au téléphone quand on a fait notre ouvrage avec France Henry sur Apprendre avec les technologies, qui était publié aux Presses universitaires de France, où j'ai demandé à Gabriel Salomon d'expliquer simplement qu'est-ce que c'est que la cognition distribuée. Et là, vous pouvez lire sa réponse sur la DIA. Donc, c'est bien l'idée, au fond, que le travail n'est pas fait simplement par nous, mais avec nous. On fait avec nos outils, on va dire, numériques. On constitue quelque part une équipe qui travaille avec nous. Et quelque chose d'important que j'ai souligné dans cette redécouverte de l'individu plus, c'est la nécessité que l'individu, donc nous, la personne humaine, garde ce que l'on appelle la fonction d'exécution. C'est-à-dire que, bien sûr, le travail est distribué avec l'ordinateur, avec les applications, avec les logiciels, mais en fait, c'est nous, c'est l'humain qui doit garder le contrôle du choix des fonctions prises en charge par d'autres ressources. Et ça, c'est très important dans la formation des jeunes aujourd'hui. Alors, ça, ceci, c'est simplement une illustration de l'environnement personnel de l'étudiant. Et donc, Perkins, donc, qui a apporté ce concept d'individu plus, va considérer que l'environnement est un véhicule de pensée, c'est un outil de pensée partagé. Il apprend, comme je vous l'ai dit, comme l'individu, et la connaissance, au fond, notre connaissance va dépendre de la possibilité qu'on a d'accéder aux connaissances qui sont dispersées comme ça sur un certain nombre de supports. Et comme je vous l'ai dit, la fonction d'exécution est centrale. Je vous ai dit que disons, connaissance de l'apprenant comme variable qui nous permet de caractériser l'étudiant, le PA est important. Pourquoi? Parce que on pourrait très bien, quand on évalue toujours un dispositif, on essaie d'en comprendre les effets, essayer de prendre des informations avant d'utiliser des nouvelles ressources numériques ou avant de faire entrer les étudiants dans un nouveau programme, essayer de modéliser et de comprendre leur environnement personnel d'apprentissage. Donc là, il y a la dia de l'ancien environnement, là avec les bouquins, mais enfin ça existe toujours, et aussi les notes écrites. Mais bien sûr, il y a, s'y rajoutent les ressources numériques. Pour modéliser les environnements personnels d'apprentissage, nous avons, enfin pas nous, enfin avec lui bien sûr, c'est avec Joris Felder qui est un de mes docteurs, donc il a publié sa thèse l'année passée. Il a publié un langage de modélisation des environnements personnels d'apprentissage qui est très puissant. Et il y a un logiciel aussi qui permet de modéliser. Donc là, vous avez juste une image de ce qu'on peut produire avec ce logiciel. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je veux vous attirer plutôt votre attention sur le fait d'être attentif à ça. C'est-à-dire simplement de vous demander
avec quelles ressources et comment mes étudiants apprennent avant le cours ou avant le programme et comment cet environnement personnel d'apprentissage va évoluer. Donc, vous aurez dans les références, il y a un article tout récent où, au fond, sa méthode de modélisation est vraiment expliquée pas à pas, presque comme une recette de cuisine. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez y avoir accès. Et bien sûr, vous pourrez aussi me poser des questions là-dessus après. Là, c'était pour les caractéristiques individuelles des apprenants. On a regardé au début l'interaction étudiant, apprenant et environnement. Maintenant, on peut s'intéresser aux environnements d'apprentissage et en quoi qu'est-ce qu'on sait sur les environnements d'apprentissage efficient, et ça aussi très rapidement. Donc, on parle beaucoup de flip classroom, de classe inversée, de dispositifs hybrides. Je vais insister sur une chose qui n'est pas spécifique, on va dire, à la classe inversée ou au dispositif hybride, mais sur quelque chose qui me paraît fondamental de nouveau et qui est, je pense, maîtrisable aussi au niveau de vos projets, même si ça paraît assez complexe. C'est indépendamment du fait qu'on parle de flip classroom, de classe inversée, de dispositifs hybrides ou de tout autre type de dispositifs, de problem-based learning, de cours par projet, de cours mandat, de toutes les terminologies qu'on peut utiliser. Ce qui est important et fondamental pour pouvoir en tirer des leçons, donc savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est d'essayer de décrire et de partager surtout avec les autres chercheurs et les autres enseignants ce qu'on appelle le learning design, ce que Regelutz et Karchelman appellent le learning design. Ça veut dire quoi? Mais c'est ce qui caractérise spécifiquement cette méthode. Donc, c'est écrit en anglais sur la dia. Donc, le système de méthodes qui sont fréquemment utilisées ensemble dans un enseignement de haute qualité et les situations dans lesquelles ça marche si bien. Donc, ça veut dire décrire le learning design, c'est pas seulement dire dans une classe inversée, il va y avoir les éléments de transmission qui sont proposés à l'avance aux étudiants et puis des activités en présence, ou d'un dispositif hybride, on va faire des activités en présence et à distance. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'arbre qui cache la forêt. Il faut vraiment qu'on arrive à montrer comment ça marche ensemble. Et donc, des types de dispositifs hybrides ou des types de classes inversées, parce que l'étiquette ne suffit pas pour comprendre l'effet d'un dispositif, d'un environnement particulier. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Et toutes les recherches qui vont vous parler d'usage de l'ordinateur en général, d'usage de plateformes d'enseignement, de techniques, de télévision, de tout ce qu'on veut, si on peut avoir toute la panoplie des technologies qui ont suivi. Si elles ne regardent pas le learning design, je dirais ça ne sert à rien, puisque vous savez très bien que si vous regardez même les dispositifs hybrides, on va le voir tout de suite, il peut y avoir vraiment des types très différents avec forcément alors des effets différents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental et qui est encore malheureusement peu répandu. Malgré ça, qu'est-ce qu'on sait quand même justement sur le learning design d'environnement efficient? Sur cette dia-ci, j'ai donné à disposition le PowerPoint, donc vous pouvez regarder plus en détail. J'ai repris une traduction des propositions du groupe qui a été dirigé par Entwistle en Grande-Bretagne et qui, à partir de leurs travaux sur les environnements, sur les cours, surtout au niveau bachelor, dans l'enseignement supérieur, ont ou font identifier les caractéristiques principales des dispositifs de formation, des cours qui accompagnent une approche d'apprentissage en profondeur, donc qui amènent les étudiants à vouloir comprendre, à vouloir apprendre par eux-mêmes, à aller plus loin que la surface de ce qui leur est proposé. Je vous propose pas de prendre chaque point l'un derrière l'autre, parce que ça prend du temps, mais vous pourrez les redécouvrir après. Et puis, je pense qu'en lisant la dia, on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque dimension.
Nous, avec le groupe, le projet européen, qui est aussi un projet Erasmus d'ailleurs, le projet iSup, on a en fait, je dis pas été un peu plus loin, si quand même, on peut dire on est allé un peu plus loin qu'Entwistle. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas une liste d'indicateurs uniquement, on a en fait à partir d'un cadre théorique pour lequel on avait déjà des éléments descripteurs des dispositifs hybrides. On a fait une recherche empirique auprès de 200 dispositifs et là, on a identifié justement ce qui fait que ça marche ensemble. Donc, les configurations, les types de dispositifs. Et là, on a mis en évidence 6 types de dispositifs et qui se caractérisent par des manières de mettre en œuvre, au fond, des dimensions pédagogiques des dispositifs hybrides. Donc là, sur la dia que vous avez sous les yeux, il y a une caractérisation de type 2 et de type 6. On va mieux comprendre pouvoir lire aussi ce qu'il y a derrière chacune des dimensions. Donc, les dispositifs hybrides sont des dispositifs qui articulent de manière générale des activités en présence et à distance, mais on les a différenciés selon le fait qu'ils soutiennent une participation active des étudiants en présence, une participation à distance, des outils d'aide à l'apprentissage, des outils de gestion de communication, etc. Donc, 14 dimensions. À partir de l'analyse statistique, on a mis en évidence que on pouvait faire des groupes comme ça de dispositifs différents qui sont caractérisés et que vous pourrez retrouver sur le site web d'ISUP, où vous avez toutes les publications. Et vous avez aussi un outil, alors je vous invite, si ça vous intéresse, un outil d'autopositionnement. Donc, vous pouvez aller dans l'outil d'autopositionnement, répondre à 14 questions et voir au fond à quel dispositif votre dispositif se rapproche le plus. Et puis, vous avez aussi des petites vidéos qui montrent des témoignages d'enseignants qui ont mis en œuvre ces dispositifs. Donc, juste pour rappel, là, tout à l'heure, à propos de la représentation des dispositifs, je vous rappelle que, par exemple, même pour un dispositif de type 6, où on a montré que les 5 et 6 sont ceux qui soutiennent le mieux l'apprentissage, et bien, malgré tout, dans la recherche iSup, on avait à peu près 70% d'étudiants et étudiantes qui ne reconnaissaient pas le même dispositif que leur enseignant. Donc, ça veut dire que même pour des dispositifs dont on sait normalement qu'ils devraient être plus efficients, pour certains étudiants, s'ils ne reconnaissent pas que c'est un dispositif qui, par exemple, suscite beaucoup de participation, leur permet de faire des choix, etc., eh bien, ils vont pas en tirer parti et le résultat sera moins bon. Au niveau des effets maintenant, donc on arrive à la fin de cette définition. En apprentissage en profondeur et porteur de sens, bien sûr, on va regarder le développement des compétences, mais les deux éléments sont importants, c'est-à-dire qu'on va regarder à la fois la facette objective, c'est-à-dire ce que les gens ont vraiment appris à travers des tests, etc., mais aussi subjective, c'est-à-dire quel sens ils ont donné à leur apprentissage, et les deux sont importants. Alors, une manière d'objectiver les compétences, c'est assez difficile, c'est aussi un grand thème. Pour rester cohérent avec les environnements personnels d'apprentissage, on peut très bien aussi regarder comment les environnements personnels d'apprentissage des étudiants ont évolué au fil du temps et à la fin du cours. C'est très intéressant, notamment quand on s'intéresse aux effets des dispositifs qui utilisent le numérique, parce que là, on va voir éventuellement une évolution au niveau justement de l'usage des instruments numériques. Bien sûr, je vous rappelle aussi que pour l'évaluation des compétences, c'est un modèle d'un collègue belge également, Philippe Jonard. On va passer par l'observation de la mise en œuvre des compétences en situation, la réflexion sur la compétence et bien sûr le transfert à d'autres situations. C'est une autre référence que vous trouverez dans les ressources. Donc là, je vous ai déjà dit, la phase subjective de l'apprentissage est importante. Donc, on reprend ici l'ensemble de la définition de ce qui est important pour repérer un apprentissage en profondeur.
Donc, c'est important aussi, peut-être ce qui est indiqué ici, c'est que on essaie aussi que les étudiants aient eux-mêmes une conscience de l'environnement qu'ils ont pu construire. Bon, là, ce sont quelques témoignages d'étudiants qui repèrent l'intérêt et le sens de l'apprentissage pour eux. Dans la définition, j'ai rajouté un point important, un dispositif ancré et vivant. Ancré, ça veut dire ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui était important pour vous, c'est que le fait que le dispositif soit au fond aligné avec la stratégie de l'institution. Je le dis facilement parce que le dispositif de formation que j'ai fait, moi, à l'Université de Fribourg, la didactique universitaire, en fait, on va retrouver à peu près toutes les caractéristiques d'un dispositif efficient et en toute modestie, hein, et on a pu montrer des effets importants sur l'apprentissage individuel des étudiants. Mais malheureusement, j'ai pu aussi montrer que ce dispositif n'est pas ancré avec la stratégie de l'enseignement de l'institution parce qu'elle n'est pas vraiment développée et parce qu'il n'y a pas de valorisation de la formation, notamment pour la promotion des étudiants, puis il y a aussi des enseignants, puis aussi d'autres supports qui manquent. Et donc, un dispositif qui n'est pas ancré, c'est un dispositif qui reste une enclave, donc qui reste, c'est un mot qu'on connaît bien en Suisse parce que, en fait, c'est comme un bout de canton qui n'est pas intégré au canton, donc c'est un bout d'un autre canton qui n'est pas intégré au canton, donc quelque chose qui reste là, qui est bien, mais qui n'a pas d'effet autour de lui, qui a des effets limités. Donc, c'est important cet alignement, et là, on a besoin, bien sûr, d'une stratégie institutionnelle, d'un soutien de la part des leaders de l'institution. On a besoin aussi d'une culture qui, par exemple, dans le cas de la formation didactique, qui soutienne la recherche et le développement professionnel des enseignants, etc. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est qu'un dispositif, il est vivant, donc ça veut dire qu'il ne va jamais rester figé, il doit être évalué pour évoluer. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'évaluation. Donc, je rappelle que pour évaluer, il est important de décrire le learning design alors, pas seulement de l'institution, mais du dispositif, et puis adopter un cadre d'évaluation systémique. Ça, c'est ce que je vais vous montrer. Je vous ai mis la référence de la publication que l'on a faite sur l'évaluation de notre dispositif. Ça, c'est la référence en français. L'article a été aussi, un article sur le même sujet a été publié en anglais dans l'International Journal for Academic Development, qui est aussi intéressant si vous regardez l'anglais, parce qu'il y a d'autres références à des auteurs anglophones qui sont assez intéressants. Alors, pour conclure, je vous remets sous les yeux la définition que je vous ai proposée tout à l'heure. Et je voudrais vous, au fond, en guise de synthèse, vous proposer ce modèle d'évaluation qui me paraît intéressant à appliquer quand on évalue, on va dire, tout type de dispositif de formation, pour regarder 4 grands ensembles de variables que j'ai essayé de vous présenter dans cette présentation. Ce sont les caractéristiques des étudiants, les caractéristiques de l'environnement et en particulier le learning design, avec ces types de dispositifs notamment, ce qui se passe dans l'interaction de l'étudiant avec l'environnement, donc les représentations, les stratégies, notamment d'autorégulation qui résultent de cette interaction entre les étudiants et l'environnement, et que au fond, ces éléments vont, surtout les variables intermédiaires, donc ces représentations et stratégies d'autorégulation, vont nous permettre de comprendre les effets sur l'apprentissage. Donc, lorsqu'on veut évaluer un dispositif, ça paraît complexe, mais à mon avis, c'est important d'essayer de tenir compte, de tenir ensemble, en fait, ces 4 ensembles de variables et surtout leur interaction. Donc, pour conclure, des éléments à retenir au niveau pratique.
peut-être si l'on connaît bien, si on sait qui sont nos étudiants, eh bien, ou qu'on veut mieux les connaître aussi, c'est accentuer l'accueil, l'accompagnement des apprenants. On va pouvoir aussi, si on veut concevoir un dispositif idéal, travailler à la conception, à la mise en œuvre des programmes et des ressources à disposition en ayant en tête un vrai learning design, donc les principes pédagogiques que l'on aura voulu mettre en place. Essayer, quand on veut penser aux objectifs qu'on poursuit, pas seulement de définir des objectifs pour l'individu solo, mais pour l'individu plus. Et bien sûr évaluer les compétences développées, mais aussi le dispositif. Et donc le faire évoluer peut-être, et notamment à travers une recherche qu'on peut réaliser pour en comprendre les effets. Alors voilà, j'y étais assez vite. Alors je sais normalement que l'intervention a été enregistrée, que vous aurez à votre disposition les DIA. Donc j'espère que vous pourrez la reprendre en faisant peut-être certains arrêts sur image, parce que j'ai voulu vous partager beaucoup de choses. J'espère vous avoir été utile, et puis je vous écoute pour vos questions. Il y a aussi toutes les références derrière. Merci beaucoup pour cette conférence, c'est vraiment passionnante. Donc effectivement, nous avons un temps maintenant d'échange et de questions, et j'invite voilà, les participants maintenant à prendre la parole pour poser les questions qu'ils souhaitent vous poser. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, effectivement, il y a un chat, Mme Charlier, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de questions sur le chat, hormis effectivement, voilà, des messages qui disent la grande satisfaction des participants. Donc, alors, moi, j'avais peut-être une première question. Bonjour et merci pour cette présentation, voilà, qui soulève beaucoup de pistes intéressantes pour nous. J'aurais voulu revenir peut-être sur la question de l'environnement personnel d'apprentissage, et parce que je trouvais que c'était une dimension intéressante dans la présentation, et puis aussi par rapport à notre projet. D'après vous, finalement, bon, vous nous dites que voilà, il y a de la modélisation effectivement que vous proposiez et la place importante que ça va tenir évidemment dans le processus d'apprentissage et puis dans la réussite des étudiants, des apprenants. Est-ce que d'après vous, quand on est du côté enseignant ou du côté concepteur du dispositif de formation, quel regard et quelle action on doit avoir sur les dispositifs, sur les EPA en fait des apprenants, c'est-à-dire est-ce qu'on doit être proactif, est-ce qu'on doit contrôler, est-ce qu'on doit encourager certains environnements personnels, ou est-ce qu'on doit les laisser complètement libres de construire? Ah, c'est très intéressant. Moi, je dirais, à travers votre question, il y avait plusieurs questions, mais si vous n'étiez pas allé jusqu'au bout, je vous dirais qu'en fait, vraiment, l'EPA, comme enseignant, on peut s'y intéresser de différentes manières. Et par exemple, sur la dia que vous avez sous les yeux, à droite, moi, pour mes étudiants, parce qu'ils ont dû apprendre à distance aussi, bon, ils étaient bien préparés parce qu'ils avaient un dispositif hybride au départ, donc c'était, je pense, c'était vraiment bien préparé les miens. Mais quand même, sur Moodle, par exemple, j'ai chaque fois, pour chaque séquence, décrit comment je m'imaginais leur EPA à eux. Donc, les étapes qu'ils allaient suivre, et d'ailleurs, n'est pas complet ici, on pourrait mettre aussi les artefacts techniques, mais pour un chapitre donné. Et donc l'enseignant peut, au fond, concevoir son cours en essayant de penser à comment l'étudiant va l'apprendre, surtout quand il est à distance. Donc, c'est une manière de faire. Deuxième manière de s'en servir, on va dire le P1, comme je vous ai dit, c'est au fond d'imaginer plutôt des objectifs de formation en termes de PA, c'est-à-dire quels instruments est-ce que j'aide à développer chez mes étudiants, que ce soit des instruments cognitifs ou des instruments techniques. Mais votre question est encore autre. C'était de dire, au fond, est-ce que moi, je vais, au fond, à travers, on va dire, et je pense toujours de Covid-19 maintenant, parce que c'est important, c'est à travers ce qu'on appelle la présence pédagogique, c'est-à-dire la présence pédagogique à distance, quand on organise l'enseignement à distance. La présence pédagogique, c'est donner un certain nombre de consignes, de fils directeurs, un fil rouge,
pour que l'étudiant puisse apprendre à distance. Et on pourrait très bien se dire, ce fil rouge, je le fais à travers, au fond, ma proposition concernant l'EPA de l'étudiant. Je disais, je pourrais leur conseiller des outils techniques, je pourrais leur dire, mais pourquoi j'ai mis à disposition un forum, pourquoi je donne un wiki, comment je m'imagine qu'ils vont commencer la séquence. En général, je leur dis, je m'imagine toujours que vous allez aller lire les objectifs de la séquence et vous allez d'abord vous demander qu'est-ce que je sais déjà là-dessus, par exemple. Mais en fait, ça, c'est juste une manière, au fond, de verbaliser, de rendre compte d'une présence pédagogique. Et le montrer sous forme de PA est intéressant parce que ça veut dire que l'enseignant s'intéresse à quels sont les outils de mes étudiants, qu'est-ce qu'ils vont mobiliser. Par contre, moi, en tout cas, c'est sûr et certain, je ne contraindrai pas. Je ne contraindrai pas. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un autre élément qui est j'en ai pas parlé parce qu'on peut dire beaucoup de choses, évidemment, sur les caractéristiques des environnements efficients. Mais une des caractéristiques d'un environnement efficient, c'est, alors, il y a la présence, pédagogique, la présence aussi didactique et la présence socio-affective, mais il y a aussi l'ouverture. Et l'ouverture d'un dispositif, c'est la possibilité de laisser des choix à l'étudiant, et notamment des choix sur les instruments qu'il va utiliser. Et donc, si on contraint trop, on va dire que ça ferme et ça empêche l'étudiant, surtout l'étudiant qui veut apprendre en profondeur, peut-être à aller à gauche et à droite, à s'intéresser à d'autres choses. Et le cas de notre petit gars là, de 14 ans, il vient vraiment à l'esprit parce que ça m'a fait un choc, en fait, de voir. J'ai eu les deux modélisations. On a travaillé avec ma petite équipe de recherche hier là-dessus. Et il y avait un EPA très riche pendant la situation avant Covid. Et puis, pendant Covid, ça s'est réduit. Le prof était plus là, il n'y avait plus de présence pédagogique, mais il n'y avait surtout plus d'usage autonome d'autres ressources que ce que le prof donnait. Et pour moi, j'expliquais aux autres chercheurs, je disais, mais pour moi, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire, j'imagine, moi, la distance comme une sorte d'ouverture. C'est-à-dire que normalement, on n'est plus dans la classe, on peut gérer un peu son temps comme on veut. Et finalement, normalement, on pourrait aller à gauche, à droite. Et c'est le contraire. Et donc, le fait de trop contraindre, de dire aux étudiants ce qu'ils doivent faire en termes de ressources, ça risque de fermer. Maintenant, on sait aussi que l'ouverture ne doit pas être maximale pour tout le monde, tout le temps, parce que de nouveau, c'est pour qui, à qui on s'adresse, et selon l'âge des étudiants, selon leur autonomie, selon le fait qu'ils connaissent ou non un certain nombre de ressources, on va évidemment leur donner plus ou moins de guidance. Je pense que cela répond déjà à une question qui est posée sur le chat par Dina Chafei, qui demandait pourquoi donc l'étudiant de 14 ans a changé de stratégie pendant le confinement. Mais je pense que c'est parce que le professeur, vous savez ce qu'il faisait en classe, on était en histoire géo, il faisait faire des résumés, il disait aux étudiants, vous devez faire un résumé à partir de tel ouvrage, etc. Ils devaient aussi travailler en groupe, je pense. Et en fait, le prof a changé de consigne. Il n'a plus dit à l'enfant, fais un résumé, il leur a donné, il a fermé, il a donné un canevas de consignes avec des questions auxquelles il fallait répondre à propos d'un texte. Et l'enfant, en fait, il ne parle plus, je dois faire un résumé, il dit, je dois répondre aux questions. Vous voyez le truc? Donc, ça veut dire que, au fond, faire un résumé, c'est une tâche ouverte pour lui. De nouveau, c'est dans sa représentation à lui. Pour le prof, c'était toujours la même chose. Et je pense qu'il croyait aider ses élèves en donnant un canevas. Et en réalité, en faisant ça, il l'a fermé et l'enfant n'est plus allé ailleurs. Enfin, ça, c'est mon interprétation. C'est comme ça que... Et donc, pour comprendre le changement, on va aller voir ce qui change dans la consigne ou dans le cours, dans le dispositif, dans les ressources qu'on met à disposition. Et bien sûr aussi dans l'environnement familial, ou dans l'environnement, ici évidemment avec Covid, il y a d'autres choses qui viennent à ce moment-là se surajouter à ce que l'enseignant aura imaginé. Le projet Ange est très tourné vers les questions de gouvernance, de management, de pilotage. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'ancrage dans la stratégie de l'institution. Et donc, pour un dispositif idéal, quels conseils finalement auriez-vous en termes de gouvernance, de pilotage
Donc, oui, parce que Oui, c'est un effet fort. voilà, j'ai indiqué un dispositif ancré et vivant. En fait, je l'ai rajouté pour vous parce que l'aspect ancré, pour moi, est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, par exemple, je parlais avec mes collègues responsables de didactique universitaire ce matin, des autres universités romandes. On a fait un petit café virtuel comme ça, parce qu'ils sont tous en train de se préparer pour la rentrée. Hein, on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Et dans certaines institutions, on envisage quand même des dispositifs hybrides. Et la discussion, à un moment donné, a tourné autour du fait que, eh bien, dans une institution, certains enseignants se demandaient s'ils pouvaient faire des dispositifs hybrides. Est-ce que je peux développer un dispositif hybride? Est-ce que je peux, au fond, on va dire les choses pragmatiquement, donner un cours en présence une semaine sur deux, hein, au lieu de le faire chaque semaine, hein? Et la discussion a tourné autour de ça parce que, en fait, dans certaines institutions, on paye les enseignants à la prestation en présence. Donc, tout ce que vous faites à distance, on ne compte pas. Et puis, alors, comment est-ce qu'on va faire pour compter, hein? Alors, on a dit, il y a les crédits CTS, etc. Bon, enfin, bref. Pour moi, c'est des choses qui tombent tellement sous le sens. Mais ça veut dire qu'au niveau institutionnel, l'ancrage de vos dispositifs hybrides, ça va dépendre des règlements. Ça va dépendre de la manière dont on paye les chargés de cours. Ça va dépendre de la stratégie que donc ça veut dire de qu'est-ce qu'on dit aux enseignants. Alors moi, par exemple, je suis aussi doyenne d'une faculté. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans mon premier mandat? J'ai changé les règlements. J'ai changé le règlement de bachelor-master. J'ai instauré des responsables de programme. Il n'y en avait pas. Donc je mets en fait dans le système, comme leader, on va dire, les ingrédients, les éléments qui vont permettre aux enseignants de faire les choses. Dans le règlement bachelor-master, au fond, rien n'interdit. Alors, c'est intéressant parce que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, rien n'interdit de faire de l'enseignement à distance. Rien n'interdit de faire des évaluations à distance. Rien n'interdit de faire des dispositifs hybrides. Et je dis toujours ça à mes enseignants, et surtout ceux qui sont en formation. Regardez votre espace de liberté, il est là. Et donc ça, c'est nous, les dirigeants, qui devons faire ça. Donc mettre en place, au fond, regarder notre système et voir tout ce qui contraint, mais aussi tout ce qui peut permettre de soutenir et de valoriser les initiatives des enseignants. Ça, c'est donc ancré. Et deuxième, un point important pour moi, c'est vivant. Ça veut dire une évaluation, mais qui soit une évaluation. Il y a une auteure que j'aime bien citer, que c'est Chelinsky, qui a sur l'évaluation. Elle distingue 3 types d'évaluation. L'évaluation for assessment, donc pour simplement vérifier si on a bien atteint les objectifs. L'évaluation for development, donc pour faire évoluer le dispositif. Et puis l'évaluation for knowledge, donc l'évaluation pour la connaissance, c'est-à-dire comprendre comment ça se passe, pour pouvoir transmettre et diffuser ça à d'autres, à l'intérieur de l'institution et en dehors. Et donc, pour moi, au fond, une gouvernance, c'est aussi une gouvernance qui va, au fond, rassurer les gens, qui va organiser une évaluation qui soit formative et qui ne soit pas jugeante, mais surtout une évaluation pour la connaissance. Donc, ça veut dire qu'il va être fier de ce qu'elle aura fait, de pouvoir le valoriser, le diffuser à l'extérieur. Il y a 2 questions en ligne du professeur Anadi. Tout d'abord, qui dit, si nous allons continuer l'apprentissage à distance, quels en seront les effets psychologiques? Là, donc, de rester, par exemple, pour un élève, longtemps devant un écran. Et donc, Dakia Mounir, qui dit, lorsque vous avez parlé de classe inversée en tant que dispositif hybride, vous avez dit que c'est complexe. Pourquoi? Alors, donc, pour la question sur les effets de l'enseignement à distance, vous allez comprendre ma réponse. Je vous dis, ça va dépendre de quel enseignement à distance, pour qui. Parce que, de nouveau, il y a différents types d'enseignement à distance. On le voit assez bien, d'ailleurs, avec ce passage forcé à la distance. Si on prend comme référence notre cadre des dispositifs hybrides, à des 6 types,
En fait, on avait 2 groupes, hein, les 3 premiers types, les 3 derniers. Les 3 premiers sont centrés enseignement et les 3 derniers plutôt centrés apprentissage, d'accord? Vous pouvez faire de l'enseignement à distance centré enseignement. Donc, ça veut dire vous centrer sur le contenu, ce que le prof dit uniquement. Donc, ça veut dire que je vais pas les citer, mais il y a des collègues qui ont passé l'enseignement à distance en s'auto-enregistrant, point. C'est-à-dire pas de forum, pas de questions-réponses, pas d'accompagnement, etc. C'est de l'enseignement à distance, ça veut dire comme Geneviève Jacquinot disait, la pédagogie du tuyau, ça veut dire on se filme et puis on cause et il n'y a pas d'interaction avec les étudiants. Alors on dit c'est une caractéristique d'enseignement, ben non, c'est un type d'enseignement à distance. Alors là oui, peut-être il y a pas de présence, il n'y a pas de présence pédagogique, il n'y a pas de présence socio-affective, il n'y a pas de présence didactique. Donc, ça veut dire que là, on risque d'avoir des effets d'étudiants qui vont être largués, qui vont pas pouvoir poser des questions, qui vont pas pouvoir interagir, être assurés, etc. Pour l'enseignement à distance qui est conçu apprentissage et qui est conçu vraiment comme un enseignement à distance, si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site de didactique universitaire, donc évidemment, il y en a partout, hein, des ressources. J'ai fait un module pour mes collègues, un module gratuit où j'ai fait intervenir des spécialistes de l'enseignement à distance et notamment France-Henri pour un module où on a abordé tous les thèmes. Donc le passage à la distance, la présence, l'évaluation à distance. Il y a chaque fois un expert qui est venu. Et les ressources publiques se trouvent sur le site de la didactique universitaire de Fribourg. Vous verrez dans les ressources et dans les ressources du module A9. Et il y a notamment 4 pages de France-Henri, qui est spécialiste de l'enseignement, de la formation à distance, qui d'ailleurs est différente de l'enseignement à distance. Et là, elle explique vraiment ce que ça peut être une formation à distance vraiment, je dirais, efficiente. Et là, on aura des effets à la limite positifs sur les élèves sur les étudiants au niveau psychologique. Donc la réponse, c'est ça dépend du dispositif, ça dépend aussi de l'étudiant parce que il faut quelque part aussi qu'il puisse avoir donné du sens à cette situation qui lui arrive et de voir en quoi le fait de pouvoir poursuivre des enseignements de ce type-là sert son projet, etc. J'ai fait hier la review d'un article qui va apparaître, je peux pas vous donner trop de détails, mais dans une revue très sérieuse, qui est un article qui fait la revue de la littérature de 19 méta-recherches sur les flipped classrooms. Vous imaginez le truc. Donc ça veut dire énormément de données sur les classes inversées. Et j'ai dit c'est complexe parce que de nouveau c'est pareil, c'est-à-dire que l'étiquette flipped, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que il faut toujours se demander comment ça a été inversé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait faire comme activité, pour quels objectifs, dans quelle discipline, comment les étudiants étaient préparés, comment les enseignants étaient préparés, quel type d'effets on a observé, des effets cognitifs, des effets motivationnels, etc. Et puis, et donc j'espère, parce que c'est un article vraiment intéressant que j'ai lu là, que cet article sera publié, parce que ça montre au fond toute la complexité derrière l'étiquette simplement flipped classroom et aussi la nécessité de nouveau de définir le learning design. Donc parce qu'il peut y avoir des flipped classrooms qui sont, vous croirez ou pas, mais qui sont centrés uniquement enseignement de nouveau. Donc où on a une conception des ressources qui sont mises à l'avance à disposition des étudiants et des activités qui vont être faites en présence, qui vont rester des activités, on va dire, de transmission centrée sur le contenu et pas sur la construction, l'appropriation des connaissances, etc. Nous avons également une remarque de Sama Nasr qui dit: en Égypte, je pense que l'hybridation sera l'enjeu principal du ministère de l'Éducation. L'intervention et la situation d'urgence ont poussé en avant les bases pour relancer le projet, lui a donné plus d'élan. Ce qui est fait à la hâte aujourd'hui sera plus organisé à la rentrée prochaine. Nous avons actuellement les plateformes, il nous reste la formation continue des enseignants. Mm-hmm. Alors oui, c'est un beau témoignage. Je pense qu'il y a vraiment il y a beaucoup de travail à faire.
très modestement, si le travail qu'on a fait dans le projet iSub peut vous être utile, toutes les ressources sont là, les vidéos sont là, les outils d'autopositionnement. Donc vraiment, effectivement, il y a un travail de formation des enseignants, mais je dirais attention, hein, toujours approche systémique, pas seulement. Il faut regarder les ressources qui sont dans les institutions elles-mêmes. Par exemple, j'ai un doctorant qui cambodgien qui fait sa thèse sur les dispositifs hybrides au Cambodge, figurez-vous. Et puis, il est en train de commencer les pré-thèses de cercueil de données. Et puis, moi, je suis tout à fait étonnée de ce qu'il découvre parce que donc d'un pays à l'autre, c'est vraiment très très différent. Et donc on va aller aussi, donc pas seulement travailler sur la formation des enseignants, mais aussi justement sur la gouvernance, sur les ressources à disposition, sur la préparation des étudiants. À mon avis, ça c'est vraiment important. C'est parce que tout ne doit pas et tout ne repose jamais uniquement sur les épaules des enseignants et sur leurs compétences. Pendant l'apprentissage à distance, l'enseignant ne sait pas si des élèves ont compris la leçon ou non. Ah, pendant l'apprentissage, justement, mais ça c'est typique. Moi, je sais, j'étais un peu dérangée tout à l'heure justement quand j'ai fait mon blabla parce que évidemment je ne vous voyais pas. Hein. J'avais l'impression d'aller vite, etc. Bon, donc je pouvais pas avoir vos réactions, etc. Du coup, en fait, l'idéal, pour moi, alors on est plutôt dans l'approche flip classroom, justement, ça aurait été de vous avoir transmis mon enregistrement à l'avance, que vous ayez le temps de regarder, sur des arrêts sur image, etc. Enfin, si j'étais trop rapide ou quoi. Et puis qu'on ne fasse que de l'échange entre nous, donc que des échanges de questions-réponses. Puis là, à ce moment-là, ça me permet de savoir justement qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous avez compris, etc. Donc en fait, c'est toujours l'idée d'associer, on va dire, la proposition d'une ressource, que ce soit un texte écrit, une présentation, etc., et une activité qui va nous permettre de vraiment travailler ensemble sur ce qui aura été proposé. Puis là, évidemment, qu'on soit à distance ou en présence, on peut mieux comprendre où en sont les personnes. Moi, je trouve que dans ton intervention, il y a vraiment deux concepts qui m'interpellent beaucoup et que je trouve très questionnants, très enrichissants. C'est le concept d'environnement, évidemment, et le concept d'ancrage. Le concept d'environnement, d'abord, parce que, me semble-t-il, je m'interroge beaucoup dans cette période de confinement-déconfinement. Parce qu'en fait, il y a plusieurs environnements d'apprentissage. Il y a celui de l'élève ou de l'étudiant avant le confinement et après le confinement. Oui. Et il y a des diversités terribles d'environnement. C'est déjà un fameux problème. Il y a l'environnement que l'enseignant, qui est accessible à l'enseignant, qui l'utilise ou qui ne l'utilise pas avant le confinement et après le confinement. Et ensuite, il y a aussi l'environnement d'apprentissage institutionnel, d'où la notion d'ancrage d'ailleurs, qui est disponible, qui est utilisé, qui n'est pas utilisé, qui a été bien conçu ou pas bien conçu, avant le confinement et après le confinement. Alors, j'aimerais bien un peu t'entendre sur comment jouer avec ces trois types d'environnements, surtout maintenant que le confinement offre des opportunités de réflexion et sans doute des opportunités de faire évoluer, de réguler autrement le système. Tu vois, c'est quelque chose qui me tracasse vraiment beaucoup et que ton exposé me... Alors, c'est un peu, si tu veux, la recherche exploratoire qu'on est en train de mener. On a appelé Transtête. On l'avait préparé déjà en réponse à un appel à projet du Fonds national qui voulait décrire les transformations du système suisse d'éducation en lien avec la révolution numérique. Et parce que on voulait se servir des environnements personnels d'apprentissage et justement de leur transformation d'un niveau scolaire à l'autre, donc dans les transitions, dans la transformation liée aux transitions, quand on change de niveau d'enseignement, pour essayer de comprendre vraiment de l'intérieur, donc l'intérieur de l'activité de l'enfant avec les ressources numériques ou de l'élève avec les ressources numériques,
pour comprendre vraiment à tous les niveaux du système les transformations. Ce projet a été refusé. Je le dis parce que franchement, je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que c'est exactement ta question renvoie à ça, c'est-à-dire ces notions d'ancrage et d'environnement. Nous, pour les comprendre, alors c'est vraiment comme chercheur, on s'est dit la clé, c'est le lien entre l'environnement personnel d'apprentissage de l'étudiant et l'environnement mis à disposition par l'institution, le niveau scolaire, ou par l'enseignant si on vient à un niveau plus micro. Et en fait, pour nous, pour agir sur le système, justement, il faut comprendre ce lien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change quand, maintenant, on regarde ça à un niveau plus local, c'est-à-dire avant Covid, pendant Covid. Mais voyez le petit cas de notre étudiant de 14 ans, ça montre déjà des choses super intéressantes. Et on va le faire à tous les niveaux. Donc, primaire, on a eu l'autorisation en 2 jours de notre canton pour pouvoir faire ça. Et ça, c'était déjà remarquable. Mais c'est tout à fait exploratoire parce qu'on travaille sur fonds propres. Donc, on n'a pas les moyens d'aller faire ça avec beaucoup de personnes. Et moi, je plaide pour ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est comment ça bouge en même temps, c'est-à-dire l'environnement change, l'environnement, institutionnel, l'environnement de classe change, et l'environnement technologique change aussi, et en parallèle, on va dire en même temps, comment l'environnement de l'enfant change, son environnement familial, mais aussi l'environnement, je dirais, d'apprentissage en lien justement avec cet environnement institutionnel ou cet environnement d'apprentissage. Et puis, en comprenant ça en détail, voir ce qui change, les manques. Alors, c'est intéressant parce que dans le travail qu'on fait de modélisation, on a remarqué que des instruments manquent. Puis on n'avait pas ça dans le langage. Et puis là, on a introduit, on se dit, pour montrer que l'instrument manque, parce que l'enfant en parle, je n'ai plus ça. Par exemple, les enfants, c'est idiot, mais il y a des profs qui travaillent beaucoup encore avec des textes, des PDF, et s'imaginent que les gens vont imprimer. Ils n'ont pas d'imprimante à la maison. Et donc, l'enfant, c'est un truc idiot, mais il dit, mais j'ai pas d'imprimante. Donc, qu'est-ce que je fais? Je recopie sur une feuille de papier. D'accord? C'est ce que l'enfant fait. Il pourrait faire autre chose. Et donc, nous, on le note et on met l'instrument manque. On modélise ça. Donc, on essaye à travers des outils modestes comme ça, de méthodes de recherche, de mettre en évidence ce lien entre, disons, ce qui bouge entre l'environnement personnel et l'environnement d'apprentissage. On espère même, alors si on a des fonds, parce que c'est toujours le problème, alors si on a accès à une grande quantité de données, là on est en discussion avec nos collègues informaticiens pour utiliser d'autres techniques d'analyse de données, des techniques de visualisation qui nous permettent alors d'appréhender beaucoup plus largement les phénomènes. Moi, je suis un peu inquiet dans la situation actuelle parce que les environnements de nos élèves, de nos étudiants, sont tellement diversifiés et ces environnements deviennent de plus en plus importants dans les circonstances actuelles. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre une partie de nos élèves et une partie de nos étudiants? C'est tout à fait clair, c'est évident. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut des recherches pour les montrer, cette diversité, pour montrer les manques, pour pouvoir vraiment se rapprocher d'eux. Alors c'est sûr, on vous dira, il suffirait de leur demander, mais souvent le fait de faire parler les gens ne permet pas d'aller aussi près justement des outils qu'ils utilisent, de ces environnements. C'est fondamental de faire ça, parce que je veux dire, nos représentations sont fausses effectivement par rapport à la réalité. Et ce qui a été fait maintenant par le passage forcé à la distance, d'une certaine manière, chaque prof, alors on ne va pas du tout leur jeter la pierre ou nous jeter la pierre, parce que on a dû comme ça du jour au lendemain presque imaginer des cours sans savoir à qui on s'adressait. C'est ça, c'est qui à qui. Mais c'est pas qui comme personne, c'est qui dans quel environnement, avec quel outil pour apprendre. Et normalement, si on va voir le travail de la téléuniversité, j'ai cité France-Henri, ils mettent 5 ans pour développer une formation à distance. Ils font des analyses, etc. Ils s'intéressent à comment les étudiants apprennent à distance. Et ici, nous, c'est du jour au lendemain. Mais en même temps,
on peut se dire que comme prof ou comme enseignant, on devait déjà se poser la question avant. Simplement, on ne se la posait pas. Donc, j'ai encore une question, Madame Charlier, de Inde Lamani. Alors, Inde, je vais poursuivre et je vais lire ta question. Vous avez parlé de dispositifs de formation idéal, des différentes des approches des étudiants, des manières de s'autoréguler, des environnements d'apprentissage. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de voir de nouvelles manières d'évaluation autres que l'évaluation formative et l'évaluation sommative? Si nous voulons avoir plus d'individus dans nos classes, il va falloir les valoriser par des moyens appropriés. Tout à fait. Là, on en discutait avec Jean-Luc Gilles, qui est vraiment spécialiste de la docimologie et qui est inscrit chez nous à la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Effectivement, en fait, il faut transformer nos manières d'évaluer parce qu'on doit pouvoir être capable, au fond, justement, de valoriser les instruments et les environnements des étudiants. Et là, en fait, c'est tout un chantier qui doit s'ouvrir. Quand on pense que pour les évaluations en ligne, pour le moment, ce qui tracassait le plus, ce qui tracasse par rapport aux évaluations traditionnelles, c'est la tricherie, effectivement, c'est le fait de ne pas pouvoir surveiller les étudiants et tout. Mais si on s'intéresse à la manière dont ils travaillent, quels instruments ils utilisent, et si on propose alors ce qu'on appelle des évaluations à livre ouvert, on va s'intéresser plutôt à la manière, non pas à ce qu'ils n'utilisent pas de ressources, mais à la manière dont ils les utilisent. Et donc, c'est une toute autre vision, en fait. Dans le journal d'aujourd'hui, le soir, on racontait les déboires de l'évaluation à blanc, à titre de testing, dans les universités belges pour l'instant. Par exemple, en psychologie, 50% des étudiants n'ont pas réussi à se connecter ou avoir une connexion plus de X minutes. À l'université de Liège, ils ont eu un bug informatif qui a bloqué tout le système. Et donc, ça montre qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire. Oui, il y a énormément de travail. Alors, à l'Université de Fribourg, bon, je pense que là, le service technique a, je pense, bien travaillé parce que ils ont en très peu de temps déployé des nouveaux serveurs sur lesquels on consacré uniquement aux examens. On a dû répertorier toutes les heures, je dirais, les types d'usage de la plateforme. Et donc, comme ça, on sait à quel moment il y aura des pics d'usage. Et il y a des tests en grandeur nature qui ont été faits. Alors, je ne dis pas qu'on est à l'abri de tous les problèmes, mais là, il y a quand même un contrôle qui est quand même assez bien fait. Puis moi-même, d'ailleurs, hier, j'ai fait une séance avec mes étudiants pour essayer vraiment de les préparer. On est tous allés ensemble, si j'ose dire, à distance, de nouveau, par visioconférence sur la plateforme d'examen. Ils connaissent les modalités d'examen, ils ont mon numéro de téléphone si ça passe pas, etc. Donc, on a aussi des plans B pour essayer justement de faire face à ça. Mais de fait, c'est un gros problème parce qu'en fait, jusqu'à présent, les outils d'évaluation en ligne étaient peu connus et donc peu utilisés. Donc, il y avait effectivement peu de questionnements par rapport aux ressources nécessaires pour ça, quoi. Ressources techniques, s'entend. Ouais. On devrait peut-être conjuguer nos efforts pour revoir la docimologie actuelle qui semble caduque avec l'enseignement à distance. Eh oui. Alors, il y a quand même, j'attire votre attention, je l'ai pas mis dans les références, un numéro spécial de la revue de l'ANME qui a donc été produite par les collègues très rapidement pendant cette période Covid-19, où vous trouvez toute une série d'articles justement sur l'évaluation à distance, les problèmes que ça pose. Et puis, il y a effectivement tout un travail à faire en docimologie. Et je dirais, première chose, c'est former les enseignants à la docimologie, les experts en éducation à la docimologie. Jean-Marie, toi, tu connais bien le sujet. Et malheureusement, dans des programmes de sciences de l'éducation, dans certains programmes, il n'y a pas de docimologie. Et là, je le regrette vraiment. Il y a même des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, il y a énormément de travaux de recherche qui ont été faits dans le domaine. Ça doit être répandu. Et là, c'est vraiment ce qui est le plus méconnu et sur lequel on fait le moins de recherche. Et là, je suis entièrement d'accord. Il y a un vrai travail à faire.
Donc, je vais vous remercier vraiment beaucoup pour ces apports vraiment passionnants, très, très utiles pour chacun de nous, pour notre projet ANGE également. Je vais envoyer le PowerPoint que vous m'avez envoyé à tout le monde. Et merci beaucoup aux participants également pour vos interactions, pour vos questions. Et donc, je retrouve tous les participants au mois de juin. Merci infiniment, Madame Charlier.